Cet enseignement sur la fièvre chez l'immunodéprimé vous est proposé par les professeurs Frédéric Penn et Emmanuel. Voici les liens d'intérêt que nous avons à déclarer. Voici la liste des objectifs pédagogiques de rang A et de rang B qui seront abordés lors de cette présentation. Tout d'abord, quelques définitions. On rappelle que la fièvre est une température corporelle supérieure à 38,3 ou supérieure à 38 pendant plus d'une heure. Les causes d'immunodépression sont nombreuses. On citera principalement les patients porteurs de pathologies tumorales, greffés d'organes solides ou exposés à des traitements interférant avec le système immunitaire. La neutropénie est définie par un taux de polynucléaire neutrophile inférieur à 1500 par mm3. On parle de neutropénie fébrile lorsque ce taux est inférieur à 500 par mm3 accompagné d'une fièvre. Lorsque la neutropénie est inférieure à 100 par mm3, on parle de neutropénie profonde qui entraîne un risque infectieux majeur. On distingue classiquement deux grands types d'immunodépression. Les déficits immunitaires primitifs qui vont concerner une naissance toutes les 5000, de gravité extrêmement variable et qui persistent toute la vie. Et les déficits immunitaires acquis, dont les étiologies sont très nombreuses. On citera principalement les tumeurs solides, hémopathie maligne, greffe d'organes solides, maladies auto-immunes ou inflammatoires, ou exposition à des traitements type chimiothérapie, corticothérapie, immunothérapie ou thérapie ciblée. Un message très important à retenir est que les patients immunodéprimés font avant tout et surtout les mêmes infections que les patients non immunodéprimés. Ce sont ces infections qu'il faudra évoquer en première hypothèse. Ensuite, en fonction du type d'immunodépression, on peut avoir un profil d'infection particulier. Les patients neutropéniques, par exemple, pendant une aplasie post-chimiothérapie ou après à la phase initiale d'une greffe de cellules souches hématopoïétiques, auront tendance à faire des infections bactériennes à coccigramme positif ou à bacilgramme négatif. Lorsque la neutropénie est profonde et prolongée, ils peuvent faire des infections fongiques, au premier rang desquelles on parlera des infections invasives à Candida et des infections à Aspergillus. Les déficits de l'immunité cellulaire vont par exemple concerner les patients infectés par le VIH, greffés d'organes solides ou porteurs d'hémopathie lymphoïde. Ces patients sont plus à risque de faire des infections à bactéries intracellulaires et notamment à mycobactéries. Ils peuvent également faire des infections à champignons, au premier rang desquels on citera l'infection à pneumocystis ou l'infection à cryptocoque. Ils peuvent également faire des infections virales, graves, primo-infection ou réactivation à herpès virus. Enfin, les déficits de l'immunité humorale peuvent concerner par exemple des patients aspléniques ou porteurs de myélome. Ils sont plus à risque de faire des infections à bactéries encapsulées, au premier rang desquelles on citera le pneumocoque, mais également le méningocoque ou l'hémophilus. L'asplénie peut se rencontrer soit après une splénectomie, donc c'est une asplénie anatomique, par exemple après un traumatisme, ou fonctionnelle, c'est-à-dire que la rate est présente, mais qu'elle n'exerce pas correctement ses fonctions, par exemple dans les suites d'une embolisation d'artère splénique, d'une radiothérapie, ou chez un patient ayant une drépanocytose évoluée. L'asplénie expose à un risque infectieux, et notamment un risque majoré de bactériémie, de sepsis, de pneumonie, de méningite, qui persistent toute la vie. Les micro-organismes redoutés en cas d'asplénie sont les infections graves à germes encapsulés, au premier rang desquels on citera le pneumocoque, mais également hémophilus, méningocoque ou les streptocoques du groupe B. Le risque de pathologie opportuniste chez un patient VIH dépend du taux de CD4. Entre 200 et 500 CD4, on peut avoir des candidoses orales, des tuberculoses ou des maladies de Kaposi. En plus de ces infections, lorsque le taux se situe entre 100 et 200 lymphocytes T CD4 par mm3, on peut retrouver des candidoses œsophagiennes, des pneumocystoses ou des toxoplasmoses cérébrales. Les infections type maladie ACMV grave, cryptococcose neuroméningée, infection à mycobactéries atypiques ou leucoencéphalopathie multifocale progressive se rencontrent chez les plus immunodéprimés qui ont en général un taux de TCD4 inférieur à 100 par mm3. Abordons les infections fongiques invasives. Les champignons peuvent être à l'origine d'infections particulièrement sévères et associées à une mortalité élevée. Les deux principaux facteurs de risque à retenir sont la neutropénie profonde et prolongée et l'exposition à des corticoïdes à forte dose ou pendant une durée prolongée. Dans les autres facteurs de risque, on notera les patients porteurs
d'une greffe de cellules souches hématopoïétiques, surtout les patients allogreffés, les patients infectés par le VIH avec des CD4 inférieurs à 200 par mm3, les patients ayant une neutropénie fonctionnelle ou des patients graves de réanimation ayant des tableaux septiques prolongés non résolutifs. Les principales infections fongiques à connaître sont la candidémie, dont les situations classiquement à risque sont la neutropénie prolongée, l'exposition aux stéroïdes, la chirurgie abdominale majeure, la présence de cathéters. La porte d'entrée est le plus souvent soit le tube digestif, soit des cathéters vasculaires, type cathéter veineux central, porte-à-4, midline ou PICC line. On notera la possibilité d'endocardite à candida. La pneumocystose se rencontre, elle, principalement chez les patients lymphopéniques exposés au long cours aux corticoïdes ou chez les patients VIH avec un taux de CD4 bas. Également, les patients greffés d'organes solides, l'infection à pneumocystis donne un tableau de pneumonie. L'aspergillose invasive se rencontre principalement chez les patients ayant une neutropénie profonde et prolongée. Une des populations les plus à risque est la population des allogreffés de cellules souches, surtout lorsqu'ils présentent de la GVH et qu'ils sont traités par corticoïdes. Les infections aspergillaires peuvent donner des pneumonies, on parle d'aspergillose pulmonaire invasive, mais également des atteintes du système nerveux central, des sinus, cutanés ou digestifs. L'infection à la cryptocoque se voit essentiellement chez les patients lymphopéniques, VIH avec un taux de CD4 bas ou greffés d'organes solides. Classiquement, cela donne une atteinte du système nerveux central, mais également potentiellement des atteintes pulmonaires ou cutanées. Les éléments d'anamnèse à prendre en compte chez un patient immunodéprimé sont donc son type d'immunodépression, les traitements qu'il reçoit, la présence éventuelle de cathéters, la date des derniers traitements, l'exposition aux corticoïdes. Une attention également particulière doit être portée aux antécédents d'infection et aux documentations, notamment une colonisation par bactéries multirésistantes ou hautement résistantes est systématiquement à rechercher à l'interrogatoire. L'exposition aux antibiotiques au cours des 3 derniers mois et la prise de prophylaxie anti-infectieuse doivent également être notées. Concernant l'examen clinique, on recherchera systématiquement 3 portes d'entrée, particulièrement chez les neutropéniques. Une porte d'entrée pulmonaire, et pour cela, tout signe de type dyspnée ou hypoxémie devra le faire suspecter. Un tableau digestif, il faut rechercher des signes en faveur de colite, des douleurs abdos, de diarrhée, une distension abdominale. On doit également réaliser un examen attentif de la peau et des muqueuses à la recherche de dispositifs intravasculaires, d'une mucite, ce qui nécessite un examen systématique de la sphère oropharyngée, ou de cellulite périnéale. Les infections urinaires représentent à peu près 10% des causes d'infection chez ces patients. Tout syndrome méningé, crise convulsive ou signe neurologique focal ou central devra faire évoquer une infection du système nerveux central. Concernant les examens complémentaires, il faudra réaliser un bilan biologique comprenant un hémogramme à la recherche d'une neutropénie ou de cytopénie associée et un bilan dont l'objectif sera d'identifier des défaillances d'organes. Des hémocultures doivent être réalisées de façon systématique par voie périphérique et également des hémocultures différentielles lorsque des dispositifs intravasculaires sont en place. Une radiographie thoracique également, sachant qu'elle peut être prise en défaut chez les patients neutropéniques, et une bandelette urinaire et un ECBU. Le reste du bilan sera complété en fonction de l'orientation diagnostique. On soulignera l'importance de réaliser une IRM cérébrale de façon systématique en cas d'encéphalite fébrile chez un patient immunodéprimé. Les principes de prise en charge nécessitent tout d'abord d'identifier une urgence. Pour cela, il faut avoir 2 réflexes de façon systématique. Tout d'abord, savoir s'il s'agit d'un patient neutropénique, et deuxièmement, il faudra être capable de différencier une infection d'un sepsis ou d'un choc septique. Pour cela, il faudra rechercher des signes cliniques de défaillance d'organes, principalement l'insuffisance respiratoire aiguë, l'état de choc ou les défaillances neurologiques. On rappelle que le sepsis est une infection associée à des défaillances d'organes qui sont définies par une augmentation du score SOFA d'au moins 2 points. Les patients ayant un sepsis ont une mortalité hospitalière d'environ 10%. Les patients présentant un choc septique
ont eux une infection associée à une hypotension nécessitant l'administration de vasopresseurs pour maintenir une pression artérielle moyenne supérieure à 65 mm de mercure. Ils doivent avoir également un lactate artériel supérieur à 2 mmol par litre. Ces patients ont une mortalité hospitalière d'environ 40%. Les principes de prise en charge vont associer l'administration d'une antibiothérapie qui sera réalisée idéalement après prélèvement microbiologique, adaptée au statut de l'infection, communautaire ou associée aux soins, à sa gravité, au site suspecté, au caractère neutropénique ou non, et elle prendra en compte l'exposition éventuelle récente aux antibiotiques et la notion d'infection ou de colonisation à des bactéries ayant des profils de résistance particuliers. Retenez que toute fièvre chez la splénique doit entraîner l'injection d'une céphalosporine de 3e génération injectable et qu'une neutropénie fébrile nécessitant une hospitalisation devra être traitée par une bêta-lactamine couvrant le Pseudomonas aeruginosa. Enfin, à l'antibiothérapie, il ne faut pas oublier le contrôle de la source, comme par exemple l'exclusion ou l'ablation des dispositifs intravasculaires lorsqu'ils sont la source suspectée ou avérée de l'infection, le drainage de pyélonéphrite, d'une angiocolite ou le traitement chirurgical d'une péritonite ou d'une perforation digestive. Le traitement de l'état de choc ne présente pas de spécificité liée au caractère immunodéprimé, je vous renvoie sur le cours sur le choc septique. Et il faudra mettre en place un isolement protecteur chez un patient neutropénique. Voici un exemple iconographique d'une pneumocystose, un scanner de pneumocystose. Vous voyez que classiquement la pneumocystose donne des lésions en verre dépoli bilatéral. Il s'agit d'une atteinte diffuse symétrique sans prédominance périhilaire, respectant la corticale et le plus souvent il n'y a pas d'épanchement pleural associé. Voici un scanner d'une aspergillose dans sa présentation typique chez un patient neutropénique. Il s'agit d'une aspergillose pulmonaire invasive. Le plus souvent, elle se présentera sous la forme d'un nodule entouré d'un halo. Le halo est un liseré hémorragique périlésionnel qui signe le caractère angio-invasif de la maladie. En sortie d'aplasie, on peut voir apparaître ce qu'on appelle le signe du croissant gazeux, qui est plus tardif, mais qui n'est pas spécifique de l'aspergillose. Enfin, parlons de la prévention du risque infectieux chez le patient asplénique. Il repose sur 3 points. L'éducation d'abord du patient, de sa famille, de son médecin traitant, des soignants, le traitement précoce de toute infection, la connaissance du statut vaccinal, la mise à jour du carnet de santé et une consultation systématique des voyageurs avant tout séjour et notamment séjour en zone à risque de paludisme. Le deuxième aspect est l'antibioprophylaxie pendant au moins 2 ans après une splénectomie, en général par une pénicilline V orale. Et enfin la vaccination, idéalement réalisée 2 semaines avant la splénectomie ou 2 semaines après. On peut administrer des vaccins conjugués contre le pneumocoque, l'hémophilus et le méningocoque, et également une vaccination antigrippale annuelle. Voici les principaux messages pédagogiques à retenir concernant cet item. Les immunodéprimés font avant tout et surtout les mêmes infections que les immunocompétents. Les infections bactériennes sont prédominantes. Il faudra savoir considérer une infection opportuniste en fonction du type d'immunodépression. 3 urgences sont à retenir, la neutropénie fébrile, le sepsis et le choc septique et la fièvre chez la splénique. Toute fièvre chez un patient asplénique doit entraîner l'injection d'une céphalosporine de 3e génération. Il faudra savoir rechercher soigneusement les colonisations à bactéries multirésistantes ou hautement résistantes chez les patients immunodéprimés, connaître leurs antécédents infectieux et leur exposition aux antibiotiques. Retenez que les symptômes sont souvent amoindris et l'examen clinique pauvre. Les principaux sites infectieux sont le poumon, le tube digestif, la peau et les muqueuses. La radiographie thoracique peut être prise en défaut, surtout chez le neutropénique, et l'antibiothérapie probabiliste d'une neutropénie fébrile doit couvrir le Pseudomonas aeruginosa.